Bienvenue sur la chaîne Cauchemar Urbain. Maintenant, vous allez écouter l'histoire d'un motel au milieu de nulle part. Le désert semblait infini, une vaste étendue de terre aride et de roches s'étirant à perte de vue. Le soleil s'était couché depuis des heures, laissant la route plongée dans une obscurité impénétrable. Julia, ma femme, était assise à côté de moi dans la voiture, ses mains entrelacées sur ses genoux, les serrant de plus en plus fort à mesure que la tension montait. Ce voyage, initialement prévu comme une escapade pour nous reconnecter, se transformait en une expérience inconfortable. Le silence entre nous était lourd, rempli de mots non dits et de ressentiments enfouis. Le GPS avait perdu le signal depuis un moment, ne laissant qu'une ligne droite à l'écran pour nous indiquer que nous étions toujours sur la bonne route, bien que cela commence à ressembler à un piège sans fin. Les minutes s'allongeaient et la route restait déserte. Nous avions laissé derrière nous toute trace de civilisation depuis des kilomètres, et un sentiment croissant de désespoir s'installait au fond de mon estomac. « Charles, combien de temps encore avant d'arriver quelque part ?» La voix de Julia rompit le silence, son ton révélait un mélange de fatigue et d'anxiété. Je regardais le compteur, calculant que nous avions parcouru au moins une centaine de kilomètres depuis la dernière station-service, sans rencontrer aucun signe de vie. « Je ne sais pas, Julia. » répondis-je avec un soupir, essayant de garder mon calme. Il doit y avoir quelque chose bientôt. Nous ne pouvons pas être si loin de tout. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que nous étions plus loin qu'il n'y paraissait, comme si nous étions dans une sorte de limbe, piégés sur une route qui ne menait nulle part. Mes pensées devenaient plus sombres, à mesure que la voiture avançait sur l'asphalte usé. Puis, comme si le destin avait décidé de nous lancer une bouée de sauvetage, nous aperçûmes un panneau au loin. Les phares illuminèrent les lettres délavées. « Motel L'Étape, 2 kilomètres. »« Là, un motel, » annonçai-je, ressentant une vague de soulagement qui contrastait avec la peur grandissante qui s'installait dans ma poitrine. Mais Julia ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur le panneau, comme si quelque chose l'inquiétait. « Tu crois que c'est sûr ?» demanda-t-elle finalement, sa voix pleine de doute. « Nous n'avons pas d'autre choix, » répondis-je. Nous ne pouvons pas continuer à conduire au milieu de nulle part. Nous devons nous reposer. La voiture avançait lentement sur le chemin de terre qui menait au motel. À mesure que nous approchions, les lumières jaunâtres du bâtiment émergèrent de la pénombre, révélant une petite structure vieillotte. C'était un motel d'un seul étage, avec une douzaine de chambres alignées les unes à côté des autres, toutes avec des portes donnant sur l'extérieur. La réception était une construction délabrée, avec une enseigne au néon clignotante qui éclairait à peine le nom de l'endroit. Il y avait quelque chose d'intrinsèquement inquiétant dans la façon dont la lumière clignotait, comme si elle luttait pour rester allumée au milieu de l'obscurité environnante. Nous nous sommes arrêtés devant la réception et j'ai coupé le moteur. Le silence qui suivit fut écrasant, seulement interrompu par le souffle du vent soufflant à travers le désert. Je suis descendu de la voiture et l'air était lourd, chargé d'une sensation oppressante que je ne pouvais pas identifier. Julia me suivit, ses pas résonnant sur le sol de gravier, alors que nous nous approchions de la porte de la réception. Elle ne lâchait pas ma main, et son étreinte ferme en disait plus que n'importe quel mot. En poussant la porte de la réception, le grincement des gonds rompit le silence comme un cri aigu. À l'intérieur, l'endroit était presque plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par une lampe sur le comptoir. Un homme d'âge moyen, au visage émacié et aux cernes prononcées, était assis derrière le comptoir. Son expression était neutre, presque indifférente, tandis que ses yeux nous scrutaient avec une froideur qui me fit frissonner. « Une chambre pour deux ?» demanda-t-il, d'une voix basse et rauque, presque un murmure. Quelque chose dans son ton me parut étrange, mais j'essayai de l'ignorer. « Oui, s'il vous plaît, » répondis-je, essayant de paraître aussi détendu que possible, bien que je sentisse l'anxiété monter en moi. Pendant que l'homme cherchait les clés, j'en profitais pour jeter un coup d'œil autour de moi. Les murs étaient couverts d'un papier peint décoloré, avec des taches d'humidité dans certains coins. Il y avait une sensation d'abandon, comme si l'endroit avait été oublié par le temps. L'homme posa la clé sur le comptoir, ses yeux fixés sur moi pendant qu'il le faisait. « Chambre 7 », dit-il, puis d'un ton qui me glaça le sang ajouta « Profitez de votre séjour et n'ouvrez la porte à personne ». Ma première réaction fut la confusion.
Que voulez-vous dire par là? L'homme ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se détournèrent vers la fenêtre où la nuit semblait devenir encore plus dense et oppressante. « C'est juste une règle de la maison, dit-il finalement. Pour votre sécurité, n'ouvrez pas la porte, peu importe qui frappe. » Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Julia, à côté de moi, me regarda avec inquiétude, ses yeux reflétant la même peur qui commençait à s'installer en moi. « D'accord, » répondis-je finalement, prenant la clé avec des mains tremblantes. « Merci. » Nous sortîmes de la réception et marchâmes vers notre chambre en silence. L'atmosphère autour du motel était lourde, comme si elle était imprégnée de quelque chose d'ancien et de malveillant. Chaque craquement sous nos pieds, chaque murmure du vent, semblait amplifier notre inquiétude. En arrivant à la chambre 7, j'insérai la clé dans la serrure et poussai la porte. L'intérieur était aussi lugubre que le reste du motel. Un lit double avec un matelas qui semblait avoir vu de meilleurs jours, des rideaux élimés qui pendaient paresseusement d'une tringle tordue, et une odeur de moisi qui imprégnait l'air. Julia entra après moi, observant l'endroit avec une expression de dégoût à peine contenue. « Ce n'est pas vraiment le Ritz », tentai-je de plaisanter, mais ma voix sonnait faux et Julia ne répondit pas. Nous nous installâmes du mieux que nous pûmes, et après une douche rapide, nous nous glissâmes dans le lit. La fatigue commençait enfin à me tirer vers le sommeil, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui m'empêchait de me détendre complètement. Chaque petit bruit, chaque ombre sur les murs semblait avoir sa propre vie. Je fermai les yeux, essayant d'ignorer l'inconfort, mais le sommeil restait insaisissable. Je pouvais sentir Julia à côté de moi. Sa respiration était superficielle, rapide, m'indiquant qu'elle ne dormait pas non plus. Soudain, un coup sourd résonna contre la porte. J'ouvris les yeux d'un coup, sentant une vague d'adrénaline parcourir mon corps. Julia se réveilla aussi. Sa respiration s'arrêta un instant, alors que nous restions immobiles, écoutant. « Charles » murmura-t-elle, sa voix tremblante. On a frappé à la porte. La peur s'empara de moi. Je me souvenais des paroles du réceptionniste. N'ouvrez la porte à personne. J'essayais de me raisonner en me disant que c'était sûrement une erreur, que quelqu'un s'était trompé de chambre, mais au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Un autre coup, plus fort cette fois. Le son résonna dans la petite chambre, réverbérant dans mes oreilles comme un écho persistant. Julia s'agrippa à mon bras, ses yeux remplis de terreur. « On ne va pas ouvrir, n'est-ce pas ?» Sa voix n'était qu'un murmure, chargé de peur. Je secouai la tête, incapable de parler. Mon esprit courait dans toutes les directions, cherchant une explication rationnelle, mais il devenait de plus en plus difficile d'en trouver une. Le troisième coup fut différent, plus intense, comme si quelqu'un était déterminé à entrer. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me levai lentement du lit, sans faire de bruit, et je me dirigeai vers la porte, m'assurant qu'elle était bien fermée avec le verrou. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix aussi ferme que possible, mais il n'y eut aucune réponse. Le silence qui suivit était encore plus terrifiant que les coups. Julia et moi restâmes immobiles, attendant que quelque chose se passe, et puis nous entendîmes le son qui nous glaça le sang dans les veines. La poignée de la porte commença à bouger, lentement, comme si quelqu'un de l'autre côté essayait d'ouvrir la porte. « Charles !» Julia tremblait. Ses yeux se remplirent de larmes tandis que la panique l'envahissait. « S'il te plaît, n'ouvre pas la porte. »« Je ne le ferai pas, » murmurai-je, sentant ma propre peur se mêler à la sienne. La poignée continua de bouger, puis s'arrêta. Le silence revint, mais ce n'était pas un silence de soulagement, plutôt un silence rempli de tension, comme si la menace était toujours présente, attendant. Soudain, un bruit différent brisa le silence. C'était un grattement, doux au début, mais ensuite plus fort, comme si des ongles longs et aiguisés grattaient le bois de la porte. Le son était insupportable, perçant, et résonnait dans la petite chambre comme un cri aigu. Julia commença à pleurer. Ses sanglots étaient faibles, comme si elle avait peur de faire le moindre bruit qui pourrait attirer l'attention de ce qui se trouvait dehors. J'étais paralysé, incapable de penser clairement. Tout ce que je savais, c'est que nous ne devions pas ouvrir cette porte. Quelque chose ou quelqu'un était là, dehors, et ce n'était pas un simple visiteur. Le grattement continua pendant ce qui sembla être une éternité.
chaque seconde s'étirant comme une torture interminable. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'arrêta. Le silence qui suivit était encore plus profond, comme si la chambre avait été enveloppée dans un manteau d'obscurité absolue. « Est-ce que... c'est parti ?» Julia murmura, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondis-je, essayant de rester calme. Lentement, je m'approchai de la fenêtre et tirai un peu les rideaux pour regarder dehors. Je ne vis rien, seulement la silhouette sombre du désert qui s'étendait au-delà du petit parking. Mais quelque chose me disait que nous n'étions pas seuls. Je sentais une présence, une ombre cachée dans l'obscurité qui nous observait. L'air dans la chambre était dense, presque irrespirable. L'avertissement du réceptionniste résonnait encore dans ma tête. Que voulait-il vraiment nous dire? Que savait-il que nous ignorions? Plusieurs minutes passèrent dans le silence, tous deux trop effrayés pour parler ou bouger. Finalement, la fatigue commença à nous gagner, et bien que la peur soit toujours présente, le corps de Julia se détendit un peu, et elle s'endormit dans mes bras. Mais je ne pouvais pas dormir. Mes yeux restaient fixés sur la porte, attendant le moindre bruit, le moindre signe que le danger était encore là. La nuit semblait interminable, et chaque seconde passait comme une torture, s'étirant dans l'obscurité qui nous entourait. Soudain, le son du téléphone de la chambre nous fit sursauter tous les deux. La sonnerie aiguë résonna dans l'air lourd, brisant le silence de façon violente. Julia s'agrippa à moi, la terreur se lisant dans ses yeux. Avec des mains tremblantes, je décrochai. « Le téléphone. Allô ?» Ma voix n'était qu'un murmure à peine audible. À l'autre bout du fil, il n'y avait que du silence. Un silence si profond que je pouvais entendre ma propre respiration et les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. « Allô ?» répétai-je un peu plus fort cette fois. Puis une voix douce et à peine audible murmura à l'autre bout du fil. « Tu n'es pas seul. » Le téléphone se coupa immédiatement, nous laissant une fois de plus dans l'obscurité et le silence oppressant de la chambre. Je sentis un frisson parcourir tout mon corps, et pendant un instant, tout en moi voulait fuir, laisser cet endroit maudit derrière nous. Mais la raison me retenait dans la chambre, craignant ce qui pourrait nous attendre dehors. Julia était pâle. La peur l'avait presque paralysée. « Charles, s'il te plaît, sortons d'ici, » supplia-t-elle, ses mots brisés par la terreur. J'acquiesçai, sachant que nous ne pouvions pas rester une seconde de plus dans cet endroit. Mais juste au moment où nous étions sur le point de nous lever du lit, un bruit sec nous fit nous arrêter. C'était un bruit métallique, suivi d'un craquement. Quelque chose était à la porte. Mon cœur commença à battre avec une force incontrôlable. Je me levai lentement, m'approchant de la porte avec précaution. La poignée tournait à nouveau lentement, mais cette fois, quelque chose de plus se passait. Je pouvais entendre un murmure, une voix à peine perceptible venant de l'autre côté de la porte, comme si quelqu'un parlait dans une langue que je ne pouvais comprendre. « Charles, qu'est-ce qui se passe ?» Julia était en état de panique. Ses yeux parcouraient frénétiquement la chambre à la recherche d'une sortie. « Je ne sais pas, » répondis-je, sentant que la peur me serrait la poitrine comme un poing fermé. « Je ne sais pas ce qui se passe. » La poignée cessa de tourner, mais le murmure continuait. Il était hypnotique, et malgré la terreur que je ressentais, une partie de moi voulait en entendre plus, voulait ouvrir la porte pour voir qui se trouvait de l'autre côté. Mais quelque chose en moi, un instinct primitif, me disait que je ne devais pas le faire, que ce serait une erreur fatale d'ouvrir cette porte. Finalement, le murmure cessa, et la chambre se plongea de nouveau dans un silence mortel. L'obscurité semblait plus dense que jamais, comme si l'air lui-même était devenu lourd et froid. Julia se rapprocha de moi, et sans avoir besoin de le dire, nous savions tous les deux qu'il était temps de partir. Nous commençâmes rapidement à rassembler nos affaires, nous déplaçant avec la plus grande prudence possible pour ne pas faire de bruit. Je savais que quelque chose rôdait, quelque chose qui nous observait depuis l'obscurité, attendant le moment propice pour attaquer. Je ne pouvais me défaire de la sensation que si nous faisions un seul faux mouvement, si nous faisions trop de bruit, ce qui se trouvait dehors nous trouverait. Lorsque nous fûmes presque prêts à partir, j'entendis un bruit derrière moi. Je me retournai rapidement, m'attendant au pire, mais il n'y avait rien. Seulement la chambre aussi sombre qu'avant. Mais quelque chose avait changé. J'avais l'impression que nous n'étions pas seuls dans cet endroit, que quelque chose nous avait observés tout le temps. Finalement,
Le cœur battant la chamade, nous nous dirigeâmes vers la porte. Je m'arrêtai un instant, écoutant, m'assurant qu'il n'y avait pas d'autre bruit avant de l'ouvrir lentement. Dehors, la nuit était noire et silencieuse, mais il y avait une étrange quiétude dans l'air, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Nous sortîmes de la chambre et je fermai la porte derrière nous, m'assurant qu'elle ne restait pas entr'ouverte. Le motel était complètement silencieux et les lumières de l'enseigne continuaient de clignoter, projetant des ombres étranges sur le sol. Alors que nous marchions vers la voiture, je sentis une pression sur ma poitrine, comme si quelque chose d'invisible nous observait depuis l'obscurité. Nous atteignîmes la voiture et montâmes rapidement. Julia tremblait et ses yeux continuaient de scruter les alentours, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose surgisse des ombres à tout moment. Je démarrai le moteur et le grondement de la voiture fut presque un soulagement au milieu du silence oppressant. Alors que nous nous éloignions du motel, je ne pus m'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Pendant un bref instant, je crus voir une silhouette à la porte de notre chambre, une ombre à peine visible qui nous observait alors que nous partions. Mais quand je clignai des yeux, la silhouette avait disparu. Nous conduisions en silence, la peur toujours ancrée dans nos cœurs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que le réceptionniste avait dit, aux mots murmurés à l'autre bout du téléphone. « Tu n'es pas seul ». Ces mots résonnaient encore dans ma tête, comme un avertissement, ou peut-être une vérité que nous ne voulions pas accepter. Finalement, l'aube commença à poindre à l'horizon, baignant le désert d'une lumière douce. Julia était épuisée, la tête appuyée contre la fenêtre, mais je ne pouvais pas me détendre. J'avais l'impression que, bien que nous ayons quitté le motel, quelque chose nous suivait. Quelque chose qui s'était réveillé dans l'obscurité de cette nuit et qui nous accompagnait maintenant dans notre voyage. À mesure que le soleil montait, illuminant le monde de sa lumière dorée, la sensation de danger commença à se dissiper. Mais je savais que ce n'était qu'une illusion. Ce que nous avions vécu dans ce motel n'était pas quelque chose qui pouvait être expliqué par la logique ou la raison. C'était quelque chose qui dépassait la compréhension humaine, quelque chose d'ancien et de maléfique qui avait attendu pendant longtemps. Et bien que nous ayons échappé, je savais que nous n'étions pas en sécurité. Quelque chose s'était brisé cette nuit-là. Une porte s'était ouverte. Et maintenant, nous étions exposés à quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvions comprendre. En conduisant, je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale et je savais que cette nuit, cette expérience, nous hanterait pour toujours. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, vous allez entendre l'histoire d'un tueur dans la salle de bain. Le voyage avait été long, bien plus long que prévu. La voiture que j'avais louée pour ce voyage d'affaires semblait bien fonctionner lorsque nous avions quitté la ville. Mais à mesure que nous avancions vers l'intérieur du pays, elle commença à montrer des signes de fatigue. Un claquement constant dans le moteur nous obligea à ralentir, et bientôt nous nous rendîmes compte que nous n'arriverions pas à destination cette nuit-là. « Bon sang !» murmura Paul depuis le siège passager, frappant le tableau de bord avec frustration. « Ce n'était pas dans les plans, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas immédiatement, concentré sur le fait de maintenir la voiture en marche tout en scrutant l'horizon avec anxiété, à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Non, ça ne l'était pas. Mais il faut trouver un endroit pour dormir, on ne peut pas continuer comme ça. Paul et moi étions collègues dans une entreprise de conseil et nous avions été envoyés dans un village reculé pour une réunion avec un client important. La route déserte et l'absence de signal sur nos téléphones ne faisaient qu'accentuer le sentiment d'isolement, et bien que personne ne le dise à haute voix, nous étions tous les deux nerveux. Puis, comme une apparition dans l'obscurité, je vis un panneau indiquant un motel à droite de la route. Les grandes lettres délavées semblaient promettre un répit, bien que la peinture écaillée et l'éclairage vacillant suggèrent que l'endroit avait connu des jours meilleurs. « Là-bas, un motel », fis-je remarquer, et Paul suivit la direction de mon doigt avec un mélange de soulagement et de méfiance. « J'espère qu'ils ont une chambre décente », murmura-t-il. Mais nous n'avions plus le choix. La voiture peinait à continuer. Nous entrâmes dans le petit parking, et le moteur laissa échapper un soupir métallique lorsque je l'éteignis. Le bâtiment était une structure rectangulaire d'un seul étage, avec une douzaine de portes alignées face à nous. Le seul véhicule garé était une vieille camionnette rouillée, ce qui me fit me demander combien de clients avaient choisi de passer la nuit d'ici.
Les lumières de l'enseigne clignotaient de manière erratique, projetant des ombres étranges sur les murs du motel. « Au moins, ce n'est pas complet », plaisantai-je, essayant d'alléger la tension qui pesait sur ma poitrine. Paul esquissa un sourire fatigué, mais son expression restait empreinte de méfiance. Nous sortîmes de la voiture et nous dirigeâmes vers la petite réception, un cubique avec une fenêtre en verre, opaque légèrement illuminée de l'intérieur. Je sonnai à la cloche sur le comptoir et un vieil homme avec un regard fatigué et une barbe grisonnante mal entretenue apparut derrière la vitre. « Avez-vous des chambres disponibles ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté, bien que quelque chose dans l'atmosphère du lieu me rende mal à l'aise. L'homme nous fixa un instant qui sembla durer plus longtemps que nécessaire avant d'acquiescer. « Oui, nous avons des chambres. La numéro 5 est propre. Ce sera 20 € pour la nuit. » Paul sortit l'argent et le fit glisser sous la vitre. L'homme prit les billets sans un mot et nous tendit la clé. « Passez une bonne nuit, » dit-il, bien que son ton n'ait rien de chaleureux. On aurait presque dit un avertissement. Je pris la clé et nous nous dirigeâmes vers la chambre numéro 5. La porte s'ouvrit avec un grincement, révélant un intérieur modeste mais propre. La moquette était un peu usée et le papier peint commençait à se décoller par endroits, mais c'était le mieux que nous pouvions espérer dans les circonstances. « Ce n'est pas si mal, » dit Paul en se jetant sur l'un des deux lits. « C'est toujours mieux que de dormir dans la voiture. » J'acquiesçais, bien que la sensation d'inquiétude ne me quittait pas. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui ne collait pas, quelque chose dans le silence qui l'entourait qui me tenait sur mes gardes. Mais c'était peut-être juste la fatigue accumulée. Nous avions besoin de repos avant la réunion du lendemain. « Je vais prendre une douche », dis-je en me dirigeant vers la petite salle de bain attenante. La porte de la salle de bain était vieille, avec de la peinture écaillée et une poignée qui semblait prête à tomber. En la fermant derrière moi, le son résonna dans la pièce et, pendant un instant, je pensais que c'était le seul bruit que j'avais entendu depuis notre arrivée. L'eau de la douche était étonnamment chaude, et tandis qu'elle coulait sur moi, je commençais à me détendre un peu. La vapeur remplit le petit espace, et mes pensées commencèrent à s'évaporer dans la brume. Mais soudain, quelque chose me tira de ma rêverie, un bruit, un murmure doux, presque inaudible, qui venait de la chambre. J'éteignis l'eau et écoutais. Le murmure continuait, une sorte de fredonnement enfantin, comme si une petite fille chantait une berceuse. Je me figeai. Mon cœur se mit à battre fort dans ma poitrine. Il n'y avait personne d'autre dans la chambre, seulement Paul et moi. J'ouvris lentement la porte de la salle de bain, laissant la vapeur se répandre dans la chambre, l'enveloppant dans un brouillard. Paul était assis sur le lit, immobile, les yeux grands ouverts. Il me fixait et dans son expression je vis la même peur que je ressentais. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il. Sa voix n'était qu'un murmure. J'acquiesçais, incapable de trouver les mots. La chanson continuait, un fredonnement doux et monotone qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « D'où ça vient ?» demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Ça venait de la salle de bain, de l'endroit où j'étais il y a quelques instants. Paul se leva lentement. Ses mouvements étaient prudents, comme s'il marchait sur un sol instable. Nous nous approchâmes de la porte de la salle de bain et le son devint plus clair, plus net. C'était une voix de fillette, chantant une mélodie ancienne et répétitive. « C'est insensé », murmura Paul, les yeux fixés sur la porte de la salle de bain. « Il n'y a personne d'autre ici. Il n'y a que toi et moi. » « Je sais, » répondis-je, bien que chaque fibre de mon être voulait nier ce qui se passait. Mais la chanson, elle vient de la salle de bain. Nous nous regardâmes et je vis la détermination dans ses yeux. Nous ne pouvions pas ignorer ce qui se passait. Avec un mélange de peur et de détermination, j'étendis la main vers la poignée de la porte et la tournai lentement. La salle de bain était exactement comme je l'avais laissée, petite, humide, avec les murs recouverts de carreaux jaunes décolorés. Mais la voix était toujours là, fredonnant cette maudite chanson, bien qu'elle semblait maintenant plus lointaine, comme si elle était piégée entre les murs. « Ce n'est pas possible », murmurai-je, regardant autour de moi, cherchant quelque chose qui expliquerait ce qui se passait. Mais il n'y avait rien, seulement la salle de bain et ce chant doux et troublant.
Paul fit un pas en arrière, son visage aussi pâle qu'une feuille de papier. « Nous devons partir, dit-il. Sa voix était pleine de peur. Je me fiche de ce qui se passe ici, mais je ne vais pas rester pour le découvrir. J'étais sur le point d'acquiescer quand quelque chose dans le miroir de la salle de bain attira mon attention. Au début, je pensais que ce n'était que mon reflet déformé par la vapeur, mais ensuite, je réalisais que je n'étais pas seul. Il y avait une silhouette derrière moi. C'était l'ombre d'un homme, grand et mince, tenant quelque chose de brillant dans la main. Mes yeux s'écarquillèrent, tandis que je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. La salle de bain était vide et le chant avait cessé. « Paul, partons d'ici !» criai-je. Ma voix était pleine de panique. Mais quand je regardais Paul, je réalisais qu'il n'était plus dans la chambre. La panique m'envahit et je courus vers la porte de la chambre, espérant trouver Paul dehors. Mais quand j'ouvris la porte, le couloir était vide. Paul avait disparu. L'obscurité se refermait autour de moi, et le silence était oppressant. Mes pensées étaient chaotiques, et j'avais du mal à me concentrer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à cette silhouette dans le miroir, et à la voix de la fillette qui avait chanté. Je décidai de sortir du motel et de chercher de l'aide. Je ne pouvais pas rester là, pas après ce que j'avais vu. Paul était en danger, et je le savais. Je courus jusqu'au parking, mais la camionnette rouillée que nous avions vue auparavant avait également disparu. L'endroit était complètement désert, et la route, qui auparavant me semblait être une voie de secours, était maintenant une bande noire menant au néant. « Paul !» criai-je. Ma voix résonna dans la nuit, mais il n'y eut aucune réponse. Le désespoir commença à s'installer en moi. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas retourner dans cette salle de bain. Je ne pouvais pas affronter ce que j'avais vu. Mes pensées furent interrompues par un bruit derrière moi. Je me retournai rapidement, espérant voir Paul, mais à la place, je vis un homme. L'homme du miroir. Il était là, debout dans l'obscurité, m'observant avec une expression qui me glaça le sang. Dans sa main, il tenait un long couteau aiguisé, dont la lame était tachée de quelque chose de sombre, qui reflétait la lumière des étoiles. La peur me paralysa pendant un instant, mais ensuite, mon instinct de survie se réveilla. Sans réfléchir, je fis volte-face et commençai à courir, sans direction précise, sachant seulement que je devais m'éloigner de cet homme, de cet endroit. Je courus jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes deviennent lourdes comme du plomb. Mais lorsque je m'arrêtai finalement, je réalisais que j'étais perdu. La route n'était plus en vue, et le motel s'était évanoui dans la distance. Le silence qui m'entourait était absolu, et la panique revint m'envahir. J'essayais de m'orienter, de me rappeler la direction d'où je venais, mais tout était vain. J'étais piégé dans l'obscurité, sans savoir où j'étais, ni comment en sortir. Puis, un son brisa le silence. Un fredonnement doux, familier. La chanson. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je l'entendais, chaque note s'imprimant dans mon esprit comme un avertissement. Je n'étais pas seul. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien, seulement des ombres qui se mouvaient avec le vent. Mais la chanson continuait, et je savais qu'elle était plus proche que je ne le pensais. Sans autre option, je commençai à marcher, suivant le son de la chanson. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je ne pouvais pas rester là à attendre que l'homme me trouve. Chaque pas que je faisais me rapprochait de l'origine de la chanson, et à chaque pas, la peur devenait plus forte. Finalement, j'arrivai dans une clairière au milieu de l'obscurité, et là, au centre, se tenait Paul. Il était debout, immobile, les yeux fermés, fredonnant la chanson que j'avais entendue dans la salle de bain. La scène était surréaliste, presque onirique. Mais lorsque je vis ce qui était devant lui, mon cœur s'arrêta. L'homme au couteau était là. Ce que je n'avais pas vu avant, ou peut-être que je n'avais pas voulu voir, c'était que l'homme n'était pas seul. Il y avait des corps à ses pieds. C'était un couple, un homme et une femme, avec la peau pâle et les vêtements imbibés de sang. Leurs yeux étaient ouverts, mais ne voyaient de rien. La femme avait la gorge tranchée, et l'homme, plusieurs coups de couteau dans le torse. C'étaient les gérants du motel, je n'en avais aucun doute. L'homme au couteau me regarda, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'oublierai jamais. La folie pure. Je voulus crier, mais je ne pus. J'étais prisonnier d'une terreur paralysante, incapable de bouger.
Paul continuait de fredonner comme s'il ignorait ce qui se passait, comme s'il était dans un état de transe. L'homme leva son couteau et je sus que mon temps était compté. Je devais agir maintenant. Avec un effort monumental, je me forçai à bouger. Je courus vers Paul, le pris par le bras et le secouai violemment. « Paul, réveille-toi, nous devons partir. » Son fredonnement s'arrêta et ses yeux se focalisèrent enfin sur moi. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je ressentis une douleur aiguë dans mon bras. Le couteau. L'homme avait attaqué. La douleur était insupportable, mais la peur la surpassait. Paul et moi reculâmes, et avant que l'homme ne puisse nous attaquer à nouveau, je le poussai de toutes mes forces. Il tomba au sol et nous courûmes à travers l'obscurité, sans regarder en arrière, avec le bruit de notre respiration haletante et les battements assourdissants de nos cœurs dans nos oreilles. Nous courûmes jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus, et enfin, quand je vis les lumières vacillantes du motel au loin, je sus que nous avions échappé, pour l'instant. Lorsque nous atteignîmes la voiture, les mains tremblantes de Paul luttèrent pour trouver les clés. Il les sortit de sa poche avec un cri de soulagement, mais lorsqu'il essaya de démarrer le moteur, rien ne se produisit. La voiture ne démarrait pas. « Allez, putain de voiture! Allez !» cria-t-il, frappant le volant avec fureur. La peur et le désespoir étaient presque palpables dans l'air. Nous savions que nous n'avions pas beaucoup de temps avant que l'homme ne nous trouve. Je ne pouvais pas croire que nous étions allés si loin juste pour être piégés ici. Soudain, le moteur rugit à la vie. Sans hésiter, Paul appuya sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant, soulevant un nuage de poussière sur son passage. Le motel disparut dans la distance et avec lui, l'horreur que nous avions vécue. Alors que nous conduisions, la douleur dans mon bras s'intensifia et je vis le sang qui imbibait ma chemise. Nous avions survécu, mais de justesse. Paul regarda dans le rétroviseur et ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible. Regarde !» s'exclama-t-il, pointant du doigt la route derrière nous. Je me tournai lentement, craignant ce que je verrais. Mais il n'y avait personne. La route était vide, déserte, et le motel n'était plus en vue. Nous avions échappé. Enfin, nous arrivâmes en ville, et le soulagement fut si écrasant que je faillis m'effondrer. Nous nous dirigeâmes vers l'hôpital où l'on soigna ma blessure au bras, puis nous allâmes au commissariat pour raconter ce qui s'était passé. Les policiers écoutèrent notre histoire avec scepticisme, mais lorsque nous mentionnâmes le motel et ce que nous y avions vu, leurs expressions changèrent. L'un d'eux nous conduisit dans une salle privée et ferma la porte. « Ce que vous avez vu » commença l'officier, sa voix était grave. « C'était un tueur en série que nous recherchons depuis des mois. On l'appelle le tueur au couteau. Il a tué plusieurs personnes dans des motels de route comme celui-ci, laissant toujours derrière lui une scène épouvantable. » Mes mains tremblaient en écoutant cela. Je ne pouvais pas croire que nous avions été si proches de la mort, que nous avions échappé de justesse. Et la fillette, la chanson, murmurai-je, incapable d'oublier cette mélodie inquiétante. L'officier acquiesça, son expression était sombre. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu, d'autres survivants en ont parlé. Personne ne sait pourquoi, mais il semble toujours y avoir une chanson qui annonce son arrivée. Paul et moi nous regardâmes en silence, sachant tous deux que bien que nous ayons survécu, nous n'oublierions jamais cette nuit. Nous n'oublierons jamais la chanson. Et tandis que nous rentrions chez nous en silence, je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Nous avions affronté la mort, et bien que nous ayons gagné, quelque chose de sombre et de terrifiant nous suivrait à jamais. Si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, vous allez entendre l'histoire de Ham en peine à la fenêtre. Les voyages en voiture avaient toujours été notre façon préférée d'échapper à l'agitation de la ville. Le sentiment de liberté en laissant derrière nous les gratte-ciel pour s'aventurer sur des routes rurales où le ciel s'étendait à l'infini au-dessus des champs et des montagnes avait toujours été un baume pour nos âmes. Cette fois-ci ne faisait pas exception. Nous avions planifié une escapade en famille, juste ma femme Clara, notre fille Sophie et moi. Un voyage tranquille vers les montagnes, loin de tout. La voiture avançait sur la route déserte alors que la nuit commençait à envelopper le paysage. La fatigue se faisait sentir dans mes os, mais le rire de Sophie à l'arrière, jouant avec sa poupée préférée, me maintenait alerte. Clara, à mes côtés, était plongée dans ses pensées, regardant l'horizon qui disparaissait peu à peu.
Combien de temps encore, chérie ? Demanda-t-elle, rompant le silence. Je regardai l'horloge du tableau de bord. Pas longtemps, peut-être encore 30 minutes, mais on pourrait s'arrêter au prochain motel que nous verrons. Ça ne vaut pas la peine de continuer à conduire de nuit. Clara acquiesça, et je sentis sa main sur la mienne, chaude et réconfortante. Elle avait toujours été mon ancre, la personne qui me gardait centré, même dans les moments les plus difficiles. Puis, comme si le destin avait entendu nos prières, un panneau rouillé apparut au loin. Motel Bellevue, 2 kilomètres. Le nom me fit sourire. Quelle ironie, pensai-je, un nom si idyllique pour un endroit qui, à première vue, semblait tout sauf accueillant. « Qu'en penses-tu » demandai-je à Clara. « Je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter ici », répondit-elle, d'un ton qui ne cachait pas sa fatigue. Sophie a l'air fatiguée aussi. Je regardais notre fille qui se pelotonnait maintenant contre son siège, ses yeux lourds de sommeil. J'acquiesçai et pris la sortie qui nous mena au motel. Le bâtiment émergea de l'obscurité comme une relique d'un autre temps, avec une façade qui avait connu de meilleurs jours. Les lumières au néon de l'enseigne clignotaient de manière intermittente, et le parking était presque vide, à l'exception de quelques vieilles voitures qui semblaient être là depuis longtemps. J'éteignis le moteur et le silence s'empara du lieu. L'air était immobile, et la sensation d'isolement était presque palpable. Clara sortit la première de la voiture, s'étirant et observant les environs avec une expression de doute. « C'est un peu... désolé, non » dit-elle à voix basse. « Je sais, mais c'est juste pour une nuit » répondis-je, essayant de paraître plus optimiste que je ne l'étais réellement. « Demain, nous serons à nouveau en route. » Sophie se réveilla quand je la sortis de la voiture et nous nous dirigeâmes vers la réception. La porte grinça en s'ouvrant et à l'intérieur, une petite clochette tinta faiblement. Le comptoir de la réception était couvert de poussière et derrière lui, un vieil homme au visage sévère et à la barbe blanche qui contrastait avec sa peau bronzée par le soleil. « Bonsoir », saluai-je, essayant de paraître amical. « Auriez-vous une chambre disponible pour cette nuit ?» L'homme nous regarda avec des yeux fatigués, comme s'il était habitué à voir passer des voyageurs éphémères comme nous. « Oui, nous avons des chambres. La numéro 8 est propre et prête. Ce sera 30 $. Clara sortit l'argent de son sac pendant que l'homme nous tendait une clé rouillée, à laquelle était attachée une plaque portant le numéro de la chambre. Alors que nous nous dirigions vers la porte, le réceptionniste nous arrêta avec un commentaire inattendu. « Il vaut mieux ne pas trop regarder par la fenêtre », dit-il, sans quitter des yeux un vieux téléviseur qui clignotait dans un coin de la réception. Parfois, les ombres jouaient de mauvais tours. Nous nous arrêtâmes net et Clara me regarda avec les sourcils levés. « Pardon » demanda-t-elle, mêlant incrédulité et nervosité. L'homme leva les yeux pour la première fois depuis notre arrivée. Ses yeux étaient sombres, et on y voyait une lueur de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Juste un conseil, madame », dit-il avant de reporter son attention sur le téléviseur, comme s'il n'avait rien dit d'inhabituel. Nous ne répondîmes pas. Il y avait quelque chose dans son ton qui me mit mal à l'aise, mais je préférais ne pas y penser davantage. Peut-être n'était-ce qu'un homme solitaire qui aimait jouer avec la peur des voyageurs. Cependant, ses paroles continuèrent de résonner dans mon esprit tandis que nous nous dirigions vers la chambre numéro 8. La chambre était petite et simple, avec un lit double et un lit simple contre le mur. La décoration était vieillotte, avec un papier peint qui avait autrefois été d'une couleur vive, mais qui était maintenant décoloré et fissuré. Une grande fenêtre donnait sur le parking, recouverte de lourds rideaux bordeaux. Sophie, encore endormie, grimpa sur le lit simple sans dire un mot, et Clara commença à déballer l'essentiel pour la nuit. Pendant ce temps, j'inspectais la chambre, essayant de me débarrasser de l'étrange sensation que le commentaire du réceptionniste m'avait laissée. « Je vais prendre une douche », annonçai-je, espérant que l'eau chaude clarifierait mon esprit. Alors que la vapeur remplissait la petite salle de bain, je ne pouvais m'empêcher de penser aux ombres que le réceptionniste avait mentionnées. Quelque chose dans son avertissement m'avait troublé plus que je ne voulais l'admettre. Je me souvenais des histoires que j'avais entendues étant enfant, des contes de fantômes et d'apparitions qui hantaient des lieux abandonnés, attendant de piéger les imprudents. Je secouai la tête, essayant d'éloigner ces pensées. Ce n'était qu'un vieux motel au milieu de nulle part, rien de plus. Je sortis de la salle de bain en me sentant un peu mieux. La chaleur de l'eau avait apaisé mes nerfs. Je trouvai Clara assise sur le lit,
lisant un livre tandis que Sophie dormait profondément à ses côtés. Je lui souris et m'approchai pour l'embrasser sur le front. « Tu te sens mieux ?» me demanda-t-elle en fermant le livre et en me regardant de ses yeux qui semblaient toujours en savoir plus que ce qu'elle disait. « Oui, j'avais juste besoin d'un peu d'eau chaude, » répondis-je, bien qu'elle puisse voir à travers mon mensonge. Quelque chose me dérangeait encore, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Clara soupira, et je remarquai qu'elle regardait vers la fenêtre. « Tu ne trouves pas ça un peu étrange, ce que cet homme a dit ?»« Il plaisantait probablement, » répondis-je, tentant de minimiser l'incident, même si, au fond de moi, je ressentais une gêne croissante. « N'y pense plus. » Elle acquiesça, mais son expression restait préoccupée. Je décidai de changer de sujet, et bientôt nous parlâmes des plans pour le lendemain. Mais même en discutant, je ne pouvais me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. Après un moment, Clara alla se coucher, et j'éteignis les lumières. L'obscurité s'installa rapidement, et le silence du lieu devint plus évident. Seul le léger ronronnement du ventilateur au plafond rompait la quiétude, et le doux bruit de la respiration de Sophie me rassurait. Je m'allongeai dans le lit, essayant de me concentrer sur le sommeil, mais mes pensées revenaient sans cesse aux paroles du réceptionniste. Que voulait-il vraiment dire? Les ombres à la fenêtre. Je ne comprenais pas pourquoi cette phrase en particulier avait déclenché tant de peur en moi. Finalement, la fatigue commença à m'envahir, et mes paupières devinrent lourdes. Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, je ressentis quelque chose. Une présence. Quelque chose n'allait pas. J'ouvris brusquement les yeux et je vis Clara assise sur le lit, fixant la fenêtre. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» chuchotai-je, essayant de ne pas réveiller Sophie. Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux étaient rivés sur la fenêtre, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me levai du lit et m'approchai d'elle, posant une main sur son épaule. « Clara !» répétai-je, cette fois avec plus d'insistance. Enfin, elle se tourna vers moi, et ce que je vis dans ses yeux me glaça le sang. C'était de la peur, une peur pure et viscérale. « Il y a quelque chose dehors, » murmura-t-elle, la voix brisée. Je l'ai vu. Ça bougeait, juste derrière les rideaux. Mon cœur s'accéléra, et toutes les mises en garde du réceptionniste me revinrent en mémoire comme une tempête. Pourtant, je m'obligeais à rester calme. Je devais être rationnel. Je ne pouvais pas laisser la peur me submerger. Je vais jeter un œil, dis-je bien, que chaque fibre de mon être criait de ne pas le faire. Clara me saisit le bras avec force. « Non, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu t'approches de cette fenêtre. » Le désespoir dans sa voix faillit me faire renoncer, mais je savais que je ne pouvais pas laisser la peur nous dominer. Je devais protéger ma famille. Le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour, je m'approchai lentement de la fenêtre. Les lourds rideaux se balançaient légèrement, et je pouvais voir une faible lueur de la lampe du parking. Je pris une profonde inspiration et écartai un peu le rideau pour regarder dehors. Le parking était vide, comme il l'avait été auparavant. Le vieux camion était toujours là, et il n'y avait aucun signe de mouvement. Je restai à regarder un moment, essayant de calmer mes nerfs. Il n'y avait rien. Mais alors, juste au moment où j'étais sur le point de m'éloigner, quelque chose bougea dans ma vision périphérique. Une ombre. Elle passa rapidement, comme si elle se glissait à la limite de la lumière, et disparut dans l'obscurité. Je sentis un frisson parcourir mon corps, mais je m'obligeai à regarder de plus près. Peut-être n'était-ce que mon imagination, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. « Qu'as-tu vu ?» demanda Clara, la voix tremblante. Je me tournai vers elle, essayant de maintenir ma voix ferme. « Il n'y a rien, peut-être juste une ombre d'un arbre qui bouge avec le vent. » Mais Clara ne semblait pas convaincue, et en réalité, moi non plus. Je savais ce que j'avais vu, ou du moins, je croyais le savoir. Mais je ne voulais pas l'alarmer plus qu'elle ne l'était déjà. Nous décidâmes de laisser la lumière de la salle de bain allumée et essayâmes de retourner dormir. Cependant, l'ambiance dans la chambre avait changé. L'air était plus lourd, plus oppressant. Je pouvais sentir la tension dans chaque fibre de mon être, et chaque petit bruit me faisait sursauter. Les minutes passèrent, peut-être des heures, et finalement le sommeil me gagna.
Je ne savais pas combien de temps j'avais dormi, mais je fus réveillé en sursaut par un cri étouffé. « Papa !» La voix de Sophie, pleine de peur, me fit bondir du lit. Je me retournai pour la voir assise, les yeux pleins de larmes, pointant du doigt à la fenêtre. Mon cœur s'arrêta. « Il y a quelqu'un là !» murmura-t-elle, la voix brisée par la panique. J'ai vu un visage à la fenêtre. Je courus vers elle et la pris dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Je regardai Clara, qui était également pâle et terrifiée. « Il n'y a personne, ma chérie », dis-je, bien que mes paroles sonnaient creux. Je savais que quelque chose était là, je le sentais. Mais je ne pouvais pas laisser Sophie voir ma peur. Je devais rester calme pour elle, pour Clara. Je m'approchai à nouveau de la fenêtre, déterminé à affronter ce qui s'y trouvait. En écartant le rideau, le parking était sombre et vide, comme avant. Mais cette fois, quelque chose d'autre attira mon attention. Une silhouette, très lointaine, à peine visible dans la pénombre, mais définitivement là. Elle se déplaçait lentement vers l'arrière du motel. Je sentis un nœud dans mon estomac, et toutes les histoires de fantômes que j'avais entendues dans ma vie me revinrent en mémoire. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était, je le voyais. Je me retournai vers Clara et Sophie, toutes deux attendant ma réaction avec une peur évidente. Je ne pouvais pas leur mentir, pas maintenant. « Nous allons partir d'ici », dis-je avec détermination. « Peu importe l'heure, nous partons tout de suite. » Clara acquiesça, et Sophie s'accrocha à moi alors que nous commencions à emballer nos affaires à la hâte. Je ne voulais plus rester dans cet endroit une seconde de plus. La peur que je ressentais était différente de tout ce que j'avais expérimenté auparavant. C'était une peur primitive, viscérale. Nous sortîmes de la chambre avec le cœur dans la gorge, et l'air froid de la nuit nous frappa de plein fouet. Le parking était toujours désert, et tout était silencieux, sauf le bruit de nos pas précipités. Quand nous arrivâmes à la voiture, nous chargeâmes nos affaires rapidement et montâmes. Je jetai un dernier coup d'œil à la chambre, numéro 8, et un frisson parcourut mon dos en voyant que les rideaux de la fenêtre bougeaient légèrement, comme si quelqu'un nous observait de l'intérieur. Je n'attendis pas pour le découvrir. Je démarrai le moteur et accélérai, laissant derrière nous le motel aussi vite que possible. Nous conduisions en silence, et la peur commença à se dissiper à mesure que nous nous éloignions de plus en plus de l'endroit. Mais le silence fut brisé par la voix de Sophie. « Papa, c'était qui ces gens ?» La question me frappa comme un coup de massue. « Quels gens, Sophie ?»« Les gens qui étaient à la fenêtre, » dit-elle, avec l'innocence d'un enfant qui ne comprend pas l'horreur de ce qu'il a vu. Il y en avait 3, mais ils n'avaient pas l'air heureux. Je sentis un froid dans ma poitrine, et je regardais Clara qui me rendit mon regard avec la même peur reflétée dans ses yeux. Je savais que Sophie n'inventait pas cela. Elle avait vu quelque chose que nous n'avions pas vu, des âmes en peine peut-être. Nous continuâmes de conduire en silence pendant des heures, jusqu'à ce que nous atteignions enfin un petit village au lever du jour. Nous nous arrêtâmes dans un café, et pour la première fois depuis des heures, je sentis que je pouvais respirer à nouveau. Je décidai que nous ne pouvions pas continuer notre voyage sans en savoir plus sur ce que nous avions laissé derrière nous. Avec mon téléphone enfin en train de capter du signal, je cherchais des informations sur le motel Bellevue. Ce que je trouvais me glaça le sang. Il y a quelques années, le motel avait été le théâtre d'une découverte macabre. Une fosse clandestine avait été découverte à l'arrière, contenant les corps de plusieurs personnes qui avaient disparu dans la région. Personne ne savait qui en était responsable et les enquêtes s'étaient refroidies avec le temps. Mais il y avait quelque chose que tous les témoins mentionnaient, les ombres qu'ils voyaient aux fenêtres, en particulier dans la chambre numéro 8. Je refermai le téléphone et regardai Clara et Sophie. Je ne leur dis pas ce que j'avais découvert. Il n'y avait pas besoin de raviver la terreur. L'important était que nous étions en sécurité et que nous ne retournerions jamais à cet endroit. Alors que nous nous préparions à poursuivre notre voyage, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que le réceptionniste nous avait dit. Les ombres jouent de mauvais tours. Mais je savais que ce n'était pas seulement des ombres, c'étaient les âmes de ceux qui n'avaient jamais trouvé le repos, piégés dans un lieu maudit. Et tandis que nous nous éloignions de ce village, je savais que, bien que nous ayons laissé le motel derrière nous, une partie de nous emporterait toujours le souvenir de cette nuit. Une nuit où nous avions affronté quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir.